Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. On parle aujourd'hui de l'un des facteurs qui poussent les collaborateurs à quitter l'entreprise. Il s'agit des mauvais comportements du manager. Pour traiter ce sujet, nous recevons Leila Naïm, professeure chercheur en sociologie RH et coach de performance individuelle et collective. Leila, bonjour. Bonjour Madame Baqas. Merci à vous d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors qu'il est censé être le garant du bon fonctionnement du travail, le manager peut facilement devenir le cauchemar de son équipe. Comment expliquer cela ? Très bien, donc j'apprécie beaucoup, peut facilement vaciller, devenir le cauchemar. C'est vrai que ça peut se faire, mais vraiment facilement. Alors donc, il y a certains comportements chez le manager, peut-être bien en fait qui émanent de l'inconscient, mais au fait auquel il n'est pas averti, il ne fait pas attention, ou alors parce que, au fait, dans sa compréhension de la mission du leader ou du manager, il a compris que c'est comme ça qu'il faut être pour être bon manager. Voilà. Et du coup, il est sur une mauvaise perception, une mauvaise, bien en fait, aussi interprétation du comportement et que, bien en fait, parfois, il n'est pas réellement comme ça. Enfin, il n'est pas, on va dire, aussi négatif dans sa façon, bien en fait, de l'idée, mais il adopte ce type de comportement croyant que c'est le meilleur comportement qui va permettre d'adhérer, peut-être bien en fait, les collaborateurs ou alors peut-être bien de les faire fédérer. Alors que, franchement, en fait, des fois, il faut être uniquement très simple, soi-même et naturel et entier pour être un bon manager et avoir bien évidemment du lead. Alors, plus concrètement, quels sont ces comportements ? Alors, oui, donc je vais un peu parler de certains comportements que j'ai décelés personnellement au cours de certaines séances bien évidemment d'accompagnement et de coaching que j'ai eu avec certains collaborateurs qui avaient à démissionner bien évidemment en fait des entreprises et justement la démission elle était peut-être bien fait arrivée suite à une mauvaise relation avec le manager ou alors peut-être bien fait un comportement du manager. Voilà, donc tout ce que je dirais est basé bien évidemment sur ce vécu-là. Sur votre expérience. Sur mon expérience personnelle, absolument. Donc, le premier élément que j'avais décelé, donc, dans les entretiens, bien sûr, de coaching avec les démissionnaires, c'était le manque, peut-être l'appropriation des actions prises en charge par eux-mêmes, par le manager. Ça veut dire que, peut-être bien, en fait, on a un collaborateur qui prend une initiative, ou alors qui fait une grande réalisation, ou alors qui fait un grand effort, un grand travail. Et puis, comme lui, il n'a pas accès au top management, et que son manager qui a accès au top management, bon, combien de fois le manager, au fait, son N+1, il s'approprie le travail, et puis il en parle comme si c'était lui, ou alors il a encadré l'autre. Et du coup, par la suite, éventuellement, l'encadré, il s'en rend compte, et systématiquement, en fait, ça crée des conflits, et puis le manque de reconnaissance, éventuellement, il est un peu touché. Donc, il y a aussi le manque de confiance. C'est-à-dire beaucoup de licenciés potentiels, ils parlaient finalement du problème de confiance. Il dit que le manager ne me fait pas confiance. Il doute de lui, il vérifie après lui. Des fois, carrément, en fait, il va faire confiance à certaines personnes en leur demandant de le surveiller ou alors peut-être bien fait de venir lui remonter l'information. Et des fois, quand il met des relais entre lui et ses collaborateurs ou alors quand il met une personne de confiance entre lui et les collaborateurs et cette personne, elle va un peu jouer le rôle du mouchard et puis excusez un peu le mot. Et donc, cette personne, elle va commencer peut-être bien en fait à lui remonter de l'information. Des fois, elle est erronée, non justifiée. Mais le manager, il fait très confiance à cette personne-là. Et systématiquement, quand elle va lui faire remonter de l'information sur les collaborateurs, il lui fait confiance et ça biaise sa perception par rapport aux collaborateurs et systématiquement il commence un peu à le juger et peut-être bien en fait ça systématiquement en fait refaçonne la façon bien sûr de fonctionner avec lui. Il y a aussi au fait le manque de valorisation. C'est-à-dire qu'il n'est pas, quand le collaborateur sent qu'il n'est pas valorisé par son manager. C'est-à-dire quand celui-ci, bien évidemment, en fait, ne l'applaudit pas, ne le remercie pas, ne met pas en valeur la performance devant les collaborateurs, ou alors ne le soutient pas quand il le faut. Bref, quand il y a un manque de valorisation de la part, bien sûr, du manager, ça pourrait aussi, à terme, pousser le collaborateur à partir, à aller chercher, peut-être, en fait, le bien-être ailleurs. Il y a aussi, au fait, certaines problématiques relatives, cette fois-ci, plutôt relative à au fait, une ambiance toxique. Ça veut dire que le manager surcharge le collaborateur de travail. C'est-à-dire, il lui donne beaucoup de travail, à chaque fois sur l'étiquette de l'urgence. Finalement, tout est urgent. Et systématiquement, au fait, la personne, elle se retrouve à un moment donné, elle est un peu, au fait, submergée par le travail, elle a plusieurs tâches à faire, elle n'a pas les ressources pour les faire, et systématiquement, il n'y a pas une compréhension de la part du manager. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas le fait que cette personne, elle a beaucoup de travail à faire, elle est surchargée, il n'y a pas des effectifs pour peut-être bien, en fait, la soutenir, et avec ça, éventuellement, elle peut être pénalisée et sanctionnée, finalement, en fait, à la moindre erreur. Et enfin, je pense que c'est aussi, au fait,
un autre type de comportement quand il n'y a pas un soutien de la part du manager. Ça veut dire on a le collaborateur qui est tombé malade, ou alors qui s'est absenté, ou alors qui a besoin peut-être bien fait d'une augmentation salariale, ou alors bon, il a besoin d'évoluer dans l'entreprise, d'évoluer du point de vue hiérarchique, mais son manager ne le soutient pas. Il ne le défend pas, il ne le met pas en valeur, il ne le valorise pas au niveau du top management, il ne le soutient pas pour une augmentation, là, pour une demande de, je ne sais pas, en fait, d'évolution de carrière. Bref, il sent qu'il n'y a pas ce soutien de la part du manager. Donc tout ça pourrait peut-être bien en fait défaire les liens entre le collaborateur et son manager, et systématiquement ça pourrait défaire les liens entre le collaborateur et l'entreprise, et ça pourrait me pousser bien sûr à une démission, à une séparation. Alors, Leïla, on parle très souvent du manque de reconnaissance comme un facteur qui pousse à la démission, à la démotivation des collaborateurs. Est-ce qu'on peut le considérer aujourd'hui comme étant un facteur qui pousse à la démission aussi? Oui, c'est même parmi les grands facteurs qui poussent à la démission. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire que vous savez que quand on touche le besoin de reconnaissance, on touche l'estime de soi. Systématiquement l'estime de soi. Et dès que la personne, elle est touchée dans son estime de soi, dès qu'elle sent que son estime de soi, il est à la baisse, dès qu'elle sent qu'il y a éventuellement en fait son image de soi, elle est à la baisse, bah, elle peut rentrer dans une sorte de dépression, de frustration et de dépression, et ça pourrait systématiquement en fait, voilà, c'est-à-dire la pousser à partir. Donc, ce que les managers devraient retenir, si aujourd'hui il y en a qui écoutent un peu ou qui regardent cette vidéo, c'est que justement en fait, la reconnaissance, elle est systématiquement liée à l'estime de soi. Reconnaître le travail d'une personne, reconnaître personnellement un collaborateur qui travaille avec nous, lui témoigne notre reconnaissance par le geste, par le verbe, par le comportement, par l'attitude, par bien en fait le leadership, c'est systématiquement booster son estime de soi. Et dès qu'un collaborateur a l'estime de soi qui est boostée, il a l'ego qui est boosté, c'est un collaborateur qui est épanoui, qui est heureux, qui est content, qui est gratifiant, et donc c'est un collaborateur qui est fidèle. Et qui donne le meilleur de lui-même. Ça va de soi. Alors, du manque de reconnaissance, la surcharge de travail, un manager qui n'est pas Absolument. à l'écoute. Vous avez identifié plusieurs facteurs qui poussent à la démission. Ma question est, si un collaborateur aujourd'hui n'arrive pas à supporter ses comportements, Ouais. qu'est-ce qu'il peut faire avant de penser à la démission? Oui, alors merci pour cette question. C'est vrai que, au fait, beaucoup de collaborateurs, moi je les ai un peu côtoyés dans les séances d'accompagnement en fait que je propose. Donc dès qu'ils sont dans des ambiances pareilles, donc systématiquement ils pensent à démissionner. Donc c'est pas franchement, on va dire toujours la meilleure solution, parce que parfois, et je l'ai bien dit au fait au début de notre entretien, c'est que des fois le manager ne se rend pas compte qu'il a ce type de comportement. Il n'en est pas au courant, en fait, il n'en est pas conscient. Et donc, l'aider déjà à en prendre conscience. Ça va être la démarche la plus positive et constructive. Oui, mais comment? C'est-à-dire, aller le rencontrer, proposer une entrevue avec le manager, dans un cadre plutôt, on va dire, dans un cadre confiant, constructif, mais tout en... Il ne faut pas jouer la victime en lui parlant. Il ne faut pas peut-être bien en fait lui faire porter le chapeau du coupable en lui parlant. Pas du tout. Il faut être sur une communication, un échange positif, constructif entre deux collaborateurs qui ont envie de construire, de mieux se connaître pour avancer ensemble. Et donc, lui parler finalement du ressenti, de mon ressenti et de ma perception. Peut-être bien en fait en lui expliquant que quand vous faites ça, voilà ce que j'interprète. Quand vous avez tel comportement, telle attitude, voilà quelle est ma perception, voilà ce que j'interprète, voilà la lecture que je fais. Et donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes réellement sur ce type de lecture? Est-ce que j'ai raison de faire ce type de lecture? Ou alors vous en rendez pas compte? Ou alors je suis sur des mauvaises perceptions? Encore faut-il que le manager soit ouvert pour ce type d'échange. Écoutez, franchement, moi, quand un manager n'est pas ouvert à ce type d'échange, quand un manager n'est pas prêt à écouter le feedback, justement fait de ses collaborateurs, quand un manager n'est pas finalement dans cette dynamique de la prise de conscience de soi, dans cette dynamique de l'amélioration de soi, et dans cette dynamique de l'amélioration de la relation avec mon collaborateur, c'est franchement un mauvais manager. Et donc j'ai même envie de dire qu'il ne mérite pas finalement d'avoir ce lead sur, bien sûr, on va dire ses pairs. Mais un bon manager, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, certainement, qui est prêt pour s'améliorer,
qui est prêt pour prendre conscience des comportements peut-être bien faits, qui ne l'aident pas lui non plus dans son métier et dans son exercice. Et puis franchement, j'ai envie de dire que dès qu'on est au courant finalement des choses qui marchent mal, peut-être bien faites et qui viennent de nous, quand ça vient de l'organisation, il n'y a pas de souci, on va réorganiser, on va revoir le management, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est intrinsèque, quand ça vient de moi, j'ai quand même envie de le savoir, parce qu'en le sachant, ça me permettrait de travailler sur moi, d'améliorer, ça permettrait aux équipes de travailler bien sûr, on va dire, dans de meilleures ambiances avec moi, d'être beaucoup plus performantes, d'atteindre leurs objectifs, et ça permettra à l'équipe comme à moi-même d'évoluer, à l'entreprise d'évoluer. Donc j'ai envie de dire que pour les managers, je suis désolée, ils sont pas parfaits, il reste des hommes et des femmes, ils ont leurs histoires personnelles, ils ont leurs problématiques personnelles, ils ont leur ancrage personnel, ils ont leurs modèles qu'ils ont modélisés et qui sont peut-être bien en fait non adaptés à ces structures-là, peut-être bien en fait à cette ère-là. Éventuellement. Et donc, il faut quand même qu'ils prennent conscience de leur modèle, qu'ils prennent conscience de leurs ancrages, de leurs programmes, de leurs réflexes. Et puis, pourquoi pas, s'il faut travailler dessus, il ne faudrait pas hésiter. Franchement, c'est le conseil que j'ai à leur donner. Alors, au niveau du management RH, comment peut-on vérifier que c'est le comportement du manager qui pousse les collaborateurs à démissionner? Alors, en vous posant la question, je pense peut-être aux entretiens de départ. Absolument. Ah oui, c'est le meilleur indicateur. Donc, vous savez, quand les gens sont en train de partir, ils peuvent être francs. C'est vraiment, on va dire... Ils n'ont plus rien à perdre. Absolument. C'est la seule occasion, ils peuvent être francs. Maintenant, quand on fait des entretiens, ou alors quand on fait des enquêtes, alors que le manager, il est là, des fois, on a les réponses qui sont biaisées, les gens, ils ne sont pas vraiment très francs, parce qu'ils se disent, bon, voilà, il va se rendre compte que c'est moi, ou alors il va y avoir des mouchards dans le groupe qui vont lui dire, vous savez, c'est Flaine qui a écrit telle ou telle autre chose. Maintenant, quand ils sont en train de partir, quand ils sont en train justement en fait de partir, là ils se disent écoute, on n'a rien à perdre, on va être le plus franc possible. Et du coup, en fait, les entretiens de départ, on l'a bien dit, ça va être l'occasion la meilleure qui nous permettrait bien évidemment de vérifier toute l'information, voilà, peut-être bien en fait le feedback qui pourrait peut-être bien en fait émaner du comportement du manager. Donc il ne faut pas hésiter. Moi je sais que beaucoup d'entreprises aujourd'hui quand même, au fait, elles ne font pas les entretiens de départ. Ou alors ils le font de façon, j'ai envie de dire... voilà, c'est-à-dire... rien que pour la forme. Rien que pour la forme. Et c'est dommage. Alors qu'on peut avoir un bon nombre d'informations sur le management via ces types d'entretiens avec bien sûr cette cible-là. Toujours au niveau du management des ressources humaines, quelles actions peut-on envisager pour gérer cette situation? C'est entreprendre quand même en fait une action d'accompagnement et de coaching pour le manager. Donc aujourd'hui, je pense que les managers ils en sont convaincus. Beaucoup de managers quand même, ils viennent personnellement me rencontrer en me disant j'ai remarqué ça ou alors j'ai pris conscience de certaines choses et je voudrais moi-même me prendre en charge. C'est extraordinaire. Mais bon, l'entreprise pourrait peut-être bien en fait aussi mettre en place tout un programme de coaching et d'accompagnement pour le manager afin bien évidemment en fait de l'aider à prendre conscience de ses comportements, les positifs bien évidemment, ceux qu'il s'agit de pérenniser et ceux qui sont bien limitants, les comportements qui sont limitants et qui pourraient peut-être bien en fait aussi engager tout un programme d'accompagnement dans le sens d'être dans la performance individuelle pour bien évidemment en fait enclencher la performance collective. N'est-ce pas peut-être le temps de mettre en place des actions pour fidéliser le collaborateur oui. Avec la nouvelle génération Z qui arrive à l'entreprise et qui a de nouvelles attentes peut-être? Absolument. C'est beaucoup plus difficile avec la génération Z, comme vous le dites, la génération Y, parce qu'ils ont le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que quand la génération X aborde le travail, le besoin est le besoin de sécurité, j'ai envie de dire. Et du coup, quand c'est le besoin de sécurité qui prend plus de l'espace dans mon schéma émotionnel et cognitif, la personne, elle aura tendance à mieux supporter, à patienter, et puis elle est quand même dans une situation finalement en fait où elle peut aussi peut-être bien en fait supporter certaines choses. Mais quand c'est la génération Z, la génération Y, c'est une génération qui a le besoin de reconnaissance et d'épanouissement personnel, et du coup elle aura plus de mal à supporter certains comportements bien évidemment, et surtout que leurs modèles ne sont pas les modèles de la génération X. Voilà, leurs modèles c'est bien évidemment des modèles à la Steve Jobs, c'est des managers un peu à l'américaine qui sont, on va dire, qui brindent, qui sont, on va dire, de vrais leaders, qui sont très communicatifs, qui sont ouverts d'esprit, qui sont dans la proximité, voilà, donc c'est ça les modèles de managers qu'ils ont. Et donc systématiquement quand ils sont dans une entreprise et qu'ils ont en face d'eux un manager, j'ai envie de dire à l'ancienne, voilà, qui est un peu assez autocratique, très autoritaire, assez bureaucratique, assez fermé, avec bien sûr un leader autoritaire, un leadership autoritaire, c'est systématiquement en fait le refus. Ils vont être dans la rébellion, ils vont complètement se rebeller
et puis quitter l'entreprise. Alors qu'on sait très bien que c'est une génération qui est très talentueuse, très intelligente, très talentueuse et qui Très peut créative aussi. apporter, absolument, très innovatrice, qui peut apporter une forte valeur ajoutée à l'entreprise. Et donc là, oui, c'est-à-dire là, l'entreprise, elle pourrait aussi entreprendre, on va dire, des actions de fidélisation. C'est un peu tout le pack marketing RH. Donc, qui concerne la culture d'entreprise, qui concerne, bien sûr, au fait, la communication interne, qui concerne aussi l'évolution de la carrière, etc. Mais, à côté, il faut aussi qu'il y ait de l'accompagnement et surtout, s'approprier une nouvelle génération de managers qu'on appelle aujourd'hui les managers coach. C'est-à-dire, leur travail n'est pas uniquement superviser le travail, n'est pas uniquement distribuer les tâches, n'est pas uniquement éventuellement en fait superviser les effectifs et voir qui fait quoi et comment il le fait. Non, mais au-delà de ça, ils doivent être dans l'accompagnement et puis peut-être en fait aussi accompagner les collaborateurs à être le meilleur d'eux-mêmes, accompagner les collaborateurs à s'autodépasser, les accompagner dans l'appropriation de nouvelles techniques ou alors de nouveaux concepts. Donc, les accompagner à prendre conscience eux-mêmes de leur comportement défaillant ou alors de leurs limites ou de leurs croyances limitantes et les aider aussi à évoluer. Donc, c'est ce qu'attend aujourd'hui le nouveau collaborateur d'un manager. Pas uniquement faire le pointage et savoir qui fait quoi, à quelle heure. Il faut avouer aussi que pour le manager, c'est pas évident. Je comprends que c'est pas évident, mais aujourd'hui... mais je pense que ça lui permettrait de construire davantage de sens. Vous savez, quand je suis manager et quand je viens le matin à l'entreprise et quand je sens ou alors je sais que je contribue à la transformation individuelle et humaine de mes collaborateurs, c'est un feeling juste extraordinaire. Je ne suis pas celui qui est en train de contrôler l'action et qui est uniquement sur l'action, mais au-delà de ça, je suis un leader transformationnel. J'inspire par mon comportement, j'inspire par mon attitude et finalement, en fait, j'inspire à l'autre aussi de changer, de se transformer. Et systématiquement, en fait, je m'inscris dans cette génération de leaders transformationnels. Leïla, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci Nabila, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.